Ils vont te faire du mal en prison. Un garçon de 11 ans condamné à mort après avoir tué son père. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. Le tribunal est tombé dans le silence lorsque David Rayner, 11 ans, s'est présenté devant la juge Martha Collins. Sa petite silhouette disparaissait presque derrière l'imposante table des accusés. Dehors, la chaleur estivale de l'Alabama pesait contre les fenêtres, mais à l'intérieur, la climatisation glaçait tout le monde jusqu'aux os. Ou peut-être était-ce autre, chose qui provoquait ce frisson parcourant les spectateurs. Dans l'affaire de l'État de l'Alabama contre David Rayner, commença la juge Collins, d'une voix ferme mais grave. Ce tribunal déclare l'accusé coupable de meurtre au premier degré et le condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Un halètement collectif parcourut la salle d'audience. David n'a pas bronché. Ses yeux, vides et absents, fixaient droit devant lui comme s'il regardait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Son avocat commis d'office posa une main sur son épaule, un geste de réconfort insignifiant qui arrivait bien trop tard. Parmi la mer de visages choqués se trouvait Victoria Lang, journaliste pour le Wilcox County Chronicle. Elle avait couvert d'innombrables procès au cours de ses 15 ans de carrière, mais quelque chose dans celui-ci lui nouait l'estomac d'une manière que les autres n'avaient jamais fait. Peut-être était-ce le vide du garçon, si différent de la panique ou du désespoir dont elle était généralement témoin. Ou peut-être était-ce le hochement de tête satisfait du procureur Richard Monroe lorsque le verdict a été lu. Les preuves dans cette affaire sont accablantes, poursuivit la juge. Les aveux du prévenu, corroborés par les preuves matérielles trouvées sur les lieux, ne laissent aucune place au doute. La nature brutale du crime commis contre son père, malgré le jeune âge du prévenu, exige la peine maximale prévue par la loi de l'Alabama. Victoria prenait des notes dans son carnet en cuir usé, captant des citations tandis que son esprit s'agitait. Elle avait examiné les dossiers de l'affaire. James Rayner, un éminent avocat de la défense, retrouvé matraqué dans son bureau à domicile. L'arme du crime. Un lourd trophée en cristal qu'il avait reçu pour ses réalisations juridiques, découverte avec les empreintes digitales de son fils. Le pyjama taché de sang du garçon. Et le plus accablant de tout, les aveux de David lui-même, livrés d'un ton monocorde aux enquêteurs quelques heures après la découverte du corps. Une affaire parfaite. Trop parfaite, murmura quelque chose au fond de l'esprit de Victoria. Alors que les huissiers s'approchèrent pour escorter David, sa mère, Ellen Rayner, sanglotait discrètement au premier rang. Elle n'avait pas témoigné pendant le procès. Une décision stratégique de l'accusation que Victoria avait trouvée curieuse à l'époque. Maintenant, en observant le chagrin strictement contrôlé d'Hélène, Victoria se demandait quelles histoires restaient non racontées. La foule commença à se disperser, leur conversation étouffée, formant un courant de fascination morbide. Un enfant tueur. Il m'a toujours semblé bizarre. Imaginez élever un monstre comme ça. Victoria avait tout entendu auparavant. La tentative désespérée de la communauté de se distancier de la tragédie, de tracer des lignes claires entre les familles normales et celles qui produisent des tueurs. Tandis qu'elle rassemblait ses affaires, Victoria remarqua le procureur Monroe en conciliabule avec le shérif Carter près de la sortie. Leur conversation semblait intense, Monroe gesticulant vivement avant de remarquer qu'elle les observait. Il se redressa immédiatement, offrant un sourire étudié qui n'atteignait jamais ses yeux. « Une affaire tragique à tout point de vue, n'est-ce pas, mademoiselle Lang ?» dit Monroe en s'approchant d'elle. « J'espère que votre article soulignera la justice qui a été rendue aujourd'hui. La communauté a besoin de tourner la page. »« Je rapporte des faits, monsieur Monroe, pas des récits, » répondit Victoria, soutenant son regard. « Bien sûr, » acquiesça-t-il, son sourire se crispant. Rappelez-vous simplement que certains faits servent mieux l'intérêt public que d'autres. Alors qu'il s'éloignait, Victoria sentit son téléphone vibrer. Dans sa poche. Un message d'un numéro inconnu. Le garçon ne l'a pas fait. Des preuves ont été plantées. Rencontrez-moi ce soir si vous voulez la vérité. Victoria sentit son souffle se couper dans sa gorge tandis qu'elle fixait l'écran. Elle leva les yeux juste à temps pour voir David être conduit par une porte latérale,
Ses petits poignets menottés, le visage toujours étrangement calme, un enfant condamné à passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Et s'ils s'étaient tous trompés? Victoria Lang était assise dans sa voiture devant le palais de justice du comté de Wilcox, fixant le message sur son téléphone. Le parking s'était vidé depuis des heures, la laissant seule avec ses pensées et le chant des cigales dans les arbres voisins. Elle était journaliste depuis assez longtemps pour reconnaître l'attraction familière d'une histoire qui ne collait pas. Elle composa le numéro inconnu. Pas de réponse. Pratique, marmonna-t-elle, jetant son téléphone sur le siège passager. Autrefois étoile montante au Birmingham Post, Victoria s'était retirée dans ce journal de petite ville 3 ans plus tôt, après qu'une trahison de source avait démoli sa carrière et sa réputation. Elle avait publié des allégations explosives contre un sénateur d'État qui s'était avéré fabriqué. Le Post l'avait licencié et la plupart des grands médias avaient mis son nom sur liste noire. Maintenant, à 42 ans, elle écrivait des articles de complaisance et couvrait les crimes locaux pour une fraction de son ancien salaire. Cela pourrait-il être un autre piège? Le trajet jusqu'à son petit cottage loué prit 15 minutes. Victoria se gara dans l'allée de gravier, remarquant que sa lumière de Porsche était allumée, une lumière qu'elle se souvenait distinctement d'avoir éteinte ce matin-là. Elle fouilla dans sa boîte à gants et saisit son spray au poivre, avant d'approcher prudemment de sa porte d'entrée. Elle était déverrouillée. À l'intérieur, assise à sa table de cuisine avec un dossier Manila, se trouvait Helen Rainer. « J'ai utilisé la clé de rechange, sous le pot de fleurs », dit Helen, sa voix rauque d'avoir pleuré. Pas très sécurisé pour une journaliste d'investigation. Victoria baissa son spray au poivre. « Madame Rainer, je suis tellement désolée pour… » « Non, » l'interrompit Hélène. « Je ne suis pas venue pour des condoléances. Je suis venue parce que vous êtes la seule journaliste qui semblait remettre en question quoi que ce soit durant le procès. » Victoria s'approcha prudemment, notant l'apparence débraillée d'Hélène, si différente de la femme composée au tribunal. « Le message texte, c'était vous ?» Hélène hocha la tête, poussant le dossier à travers la table. « Mon mari tenait des registres méticuleux. C'était à la fois sa plus grande force et son défaut fatal. » Victoria ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des coupures de journaux et des notes manuscrites. « Qu'est-ce que je… » « Regarde. » James s'apprêtait à exposer la corruption au bureau du procureur et au département du shérif. Une enquête d'1 an sur la falsification de preuves, l'intimidation de témoins et les faux aveux, particulièrement dans les affaires impliquant Monroe. Victoria sentit une montée d'adrénaline familière, l'excitation qui accompagnait une histoire potentiellement explosive. Mais la prudence tempéra rapidement son enthousiasme. Pourquoi m'apporter cela? Pourquoi pas le FBI? Ou les enquêteurs de l'État? Le rire d'Hélène était amer. James a essayé, 3 semaines avant. Son meurtre, il a soumis des preuves au bureau du procureur général de l'État. Le jour suivant, notre maison a été cambriolée. Rien n'a été pris, mais James savait que c'était un avertissement. Victoria feuilleta les documents, son instinct journalistique lui disant que c'était soit la plus grande histoire de sa carrière, soit le dernier clou de son cercueil. « Et vous croyez que votre fils est innocent, malgré sa confession ?» Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes. David n'a jamais été violent, pas une seule fois dans sa vie. Il vénérait son père, et cette confession. Sa voix se brisa. Quelque chose ne va pas. David utilise des mots que je ne l'ai jamais entendu dire, des phrases qui semblent venir d'un adulte. Victoria se souvint de l'expression vide du garçon au tribunal. Pourquoi avouerait-il quelque chose qu'il n'a pas fait? C'est ce que vous devez découvrir, dit Hélène se levant pour partir. David ne me parle plus maintenant. Il ne parle à personne. C'est comme s'il avait été programmé. À la porte, Hélène s'arrêta. Monroe et le shérif Carter détruiront ces dossiers s'ils les trouvent. Ils ont déjà fouillé ma maison 2 fois sous prétexte de rassembler des preuves. Ils cherchent ce que James avait sur eux. Victoria tenait le dossier. Si ce que vous dites est vrai, venir me voir était dangereux. Ils me surveillent déjà, dit simplement Hélène. Mais ils ne s'attendront pas à ce que je fasse confiance à la journaliste dont la carrière a été ruinée par une fausse source.
Votre disgrâce est votre couverture parfaite. Après le départ d'Hélène, Victoria étala les documents sur sa table de cuisine. Son instinct journalistique, celui qu'elle avait appris à se méfier après sa chute spectaculaire, lui criait que quelque chose n'allait vraiment pas dans le comté de Wilcox. Son téléphone sonna à nouveau, le numéro inconnu d'avant. « Allô » répondit-elle. Une voix d'homme, déguisée électroniquement, répondit. « Si vous enquêtez sur l'affaire Rainer, vérifiez le rapport d'autopsie. Page 4. L'heure du décès ne correspond pas au moment où ils prétendent que le garçon l'a fait. Il avait un alibi qu'ils ont enterré. » La ligne fut coupée. Qui d'autre savait qu'elle enquêtait? Et plus important encore, qui d'autre voulait que la vérité éclate? Victoria passa la nuit à éplucher les documents de James Rainer. Au matin, sa table de cuisine s'était transformée en salle de guerre d'investigation, avec des papiers organisés en piles soignées et une chronologie esquissée sur son tableau blanc. Le conseil de l'appelant anonyme concernant le rapport d'autopsie s'était avéré exact. Il y avait une divergence de près de 2 heures entre l'heure officielle du décès et le moment où David aurait commis le meurtre. Café en main, Victoria se rendit à la bibliothèque du comté de Wilcox pour rechercher l'histoire de la famille Rainer. La bibliothécaire, Madame Faulkner, une figure aux cheveux gris, emblématique de la communauté, la reconnut immédiatement. « Vous travaillez sur votre article à propos du procès ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. « Recherche de fond », répondit vaguement Victoria. « Je veux comprendre qui étaient les Rainer avant la tragédie. » L'expression de Madame Faulkner s'adoucit. Quel dommage. Il semblait être la famille parfaite. Elle sortit un dossier. Voici toutes les mentions des Rainer dans les journaux au fil des ans. J'ai commencé à les collecter après. Eh bien, vous savez, Victoria la remercia et s'installa à une table dans un urine. Les coupures brossaient le portrait d'une royauté locale. James Rainer gagnant des affaires très médiatisées, donnant des discours lors d'événements caritatifs, entraînant la petite ligue. Hélène apparaissant à ses côtés lors de fonctions sociales, toujours impeccablement habillée, son sourire n'atteignant jamais vraiment ses yeux, et David, leur unique enfant, recevant des prix académiques et participant à des foires scientifiques. Une famille américaine modèle, du moins sur le papier. Victoria fit des copies des articles et se dirigea vers son prochain arrêt, l'école élémentaire, Oak Ridge, où David avait été en 5e année jusqu'à son arrestation 6 mois auparavant. Le directeur, Dr. Walsh, était réticent à lui parler mais finit par accepter une brève entrevue. « Je ne peux pas discuter d'informations confidentielles sur un élève », avertit-il tandis que Victoria s'asseyait en face de son bureau. « Je comprends », acquiesça Victoria. « J'essaie simplement de me faire une idée de David en tant qu'élève. A-t-il déjà été violent? A-t-il eu des problèmes disciplinaires ?» Le front du docteur Walsh se plissa. Tout le contraire. David était exceptionnellement calme, presque douloureusement timide. Ses enseignants le décrivaient comme invisibles en classe, ne se portant jamais volontaire pour répondre, bien que son travail écrit montrât une intelligence remarquable. Des amis? Aucun que nous ayons observé. Il passait les récréations seul, généralement en lisant. Le directeur hésita. Il y avait quelque chose d'étrange dans son développement social, mais pas de manière alarmante. Nous avions en fait programmé une réunion avec ses parents au sujet de tests possibles pour l'autisme de haut niveau, mais ensuite, le meurtre, est arrivé, acheva Victoria. Le docteur Walsh hocha la tête mal à l'aise. Ce qui nous a frappé par la suite, c'est qu'aucun de nous ne pouvait concilier le David que nous connaissions avec ce qu'il aurait fait. C'était comme entendre qu'un enfant différent avait commis le crime. À l'extérieur de l'école, Victoria remarqua une cour de récréation où les enfants profitèrent de la pause. Elle repéra une enseignante qui l'observait et s'approcha. « Excusez-moi, connaissiez-vous David Rainer ?» La femme, la trentaine, avec des yeux bienveillants, se tendit. « Je ne suis pas censé parler de ça. S'il vous plaît, » insista Victoria. « J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. » Après un moment d'hésitation, l'enseignante parla doucement. « J'étais son enseignante en 4e année, mademoiselle Brennan. David était brillant mais troublé. Il venait à l'école épuisé certains jours, comme s'il n'avait pas dormi.
Une fois, j'ai remarqué des ecchymoses sur ses poignets. Quand j'ai demandé, il a dit qu'elle venait de l'entraînement. Entraînement pourquoi? Il ne voulait pas le dire. J'en ai fait rapport à l'administration, mais rien n'en est ressorti. James Rayner était respecté dans cette ville. Les questions sur son rôle parental n'étaient pas les bienvenues. Victoria sentit un frisson. Croyez-vous que David pouvait être violent? Mademoiselle Brennan secoua fermement la tête. Jamais. Mais je croyais qu'il avait peur de quelque chose. Ou de quelqu'un. L'arrêt. Suivant de Victoria fut le quartier des Rayner. L'imposante maison coloniale était maintenant vide, le ruban de scène de crime encore visible sur la porte d'entrée malgré les mois écoulés. Un homme âgé arrosait des plantes à côté. Victoria se présenta et, après quelques banalités, demanda à propos de la famille. « Je m'appelle Harold Winters », dit-il, voisin des Rayner depuis 12 ans. Comment était-il comme voisin? Harold jeta un coup d'œil à la maison Rayner. Ils restèrent plutôt entre eux. James était rarement à la maison, travaillant toujours tard. Helen semblait fragile, nerveuse. Quant au garçon, silencieux comme une souris. Avez-vous déjà entendu quelque chose d'inhabituel venant de leur maison? Des disputes? L'arrosage de Harold ralentit. Eh bien, maintenant que vous le mentionnez, il y avait des nuits où j'entendais des cris, voix d'homme. James, je présume. Puis quelque chose qui se brisait. J'ai appelé la police une fois, il y a environ 3 ans. Un officier est venu, a parlé à James, et parti en quelques minutes. Le lendemain, James a apporté une bouteille de whisky coûteuse, disant qu'ils avaient regardé un match de football. Trop bruyamment. Il fit une pause. Je n'ai jamais vu d'équipement sportif dans cette maison, cependant. Alors que Victoria le remerciait et s'apprêtait à partir, Harold l'appela. Il y a autre chose. La nuit du meurtre, j'étais debout tard à cause de mon insomnie. Vers 2 heures du matin, j'ai vu une voiture que je ne reconnaissais pas garée dans la rue. Berline sombre, moteur en marche. Elle est partie juste après que je l'ai remarquée. Avez-vous dit cela à la police? Bien sûr. Ils ont dit que c'était probablement juste quelqu'un visitant un voisin. Mais à 2 heures du matin, dans ce quartier, Harold secoua la tête. Personne ne l'a prise au sérieux parce qu'ils avaient déjà leur tueur, n'est-ce pas? Ce pauvre garçon. En s'éloignant en voiture, Victoria ne pouvait se défaire de l'image troublante qui émergeait de la famille parfaite des Rayner. Un père, contrôlant potentiellement abusif. Une mère isolée, craintive, et un enfant renfermé qui avait d'une manière ou d'une autre avoué un crime brutal qui semblait totalement hors de caractère. Elle tendit la main vers son téléphone pour appeler Helen Rayner, mais il sonna avant qu'elle ne puisse. « Composeur. Victoria Lang, » répondit-elle. « Mademoiselle Lang. » vint une voix froide et familière. « Shérif Carter à l'appareil. J'aimerais que vous veniez immédiatement au poste. Nous devons discuter de votre interférence dans une enquête active. » Le bureau du shérif du comté de Wilcox occupait un bâtiment trapu en briques en face du palais de justice. Victoria gara sa vieille berline entre 2 voitures de police rutilantes, vérifiant son reflet dans le rétroviseur. Elle avait l'air fatiguée. Bien, mieux valait paraître inoffensive. L'air d'accueil sentait le nettoyant industriel et le café, éventé. L'adjoint Simmons, un jeune officier à la coupe militaire, l'escorta jusqu'au bureau du shérif Carter sans un mot. Mademoiselle Lang. Le shérif Carter la salua avec une chaleur artificielle. C'était un homme imposant dont l'uniforme se tendait sur ses larges épaules. Son bureau était obsessionnellement rangé, avec une photo de lui serrant la main du gouverneur bien en évidence. « Asseyez-vous. » Victoria s'assit, maintenant une posture détendue, malgré son cœur qui battait la chamade. « Vous avez parlé d'interférence dans une enquête? L'affaire Rayner est close, n'est-ce pas? Le garçon a été condamné, et cette condamnation est définitive, » dit Carter, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. « Pourtant, vous posez des questions partout en ville, l'école, les voisins, même en consultant d'anciens dossiers. » Victoria garda une expression neutre. « J'écris un article de suivi pour le Chronicle. Intérêt humain. Comment une tragédie affecte une petite communauté. Vraiment? Parce que Madame Faulkner à la bibliothèque dit que vous recherchiez l'histoire familiale. Le directeur Walsh dit que vous avez spécifiquement demandé sur le comportement du garçon. Et Harold. Winters dit que vous posiez des questions sur la nuit du meurtre.
Le shérif se pencha en avant. Cela ressemble moins à de l'intérêt humain et plus à une tentative de rouvrir une affaire qui a été décidée par un jury. Je suis minutieuse dans mes reportages. La façade de Carter se fissura légèrement. Laissez-moi être clair, mademoiselle Lang. Cette ville a traversé assez de traumatismes. Nous n'avons pas besoin qu'une journaliste déchue sème le doute pour faire un titre. Victoria fut piquée par l'insulte mais garda un ton égal. Existe-t-il une loi contre le fait d'interviewer des gens? Pour un article? Pas de loi, mais il y a des conséquences pour un journalisme irresponsable. Votre carrière a déjà pris un coup, n'est-ce pas? Après ce scandale politique fabriqué à Birmingham, il prit un dossier. Quelle chute de grâce! Le Chronicle était le seul journal qui voulait de... Vous? Ce serait dommage de perdre ça aussi. De la glace remplit les veines de Victoria. Il avait fait ses devoirs. Est-ce que vous me menacez, shérif? Je fais juste une observation. Il ferma le dossier. James Rayner était mon ami. Je veux que sa mémoire et sa famille aient la paix. Les porte s'ouvrit et le procureur Richard Monroe entra sans frapper. Il portait un costume coûteux qui criait l'ambition, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Sa surprise en voyant Victoria semblait répéter « Mademoiselle Lang, je ne savais pas que vous étiez là. » Il se tourna vers Carter. « Tout va... bien? Juste une conversation amicale sur l'éthique journalistique, » répondit Carter. Monroe tira une chaise. « L'affaire Rayner était simple, mademoiselle Lang. Les preuves étaient accablantes. Les empreintes digitales de David sur l'arme du crime, les éclaboussures de sang sur ses vêtements, cohérentes avec le crime, et le plus accablant, sa propre confession. Des enfants ont faussement avoué auparavant, contre Victoria, surtout sous pression. » La mâchoire de Monroe se crispa. Il n'y avait aucune pression. David a avoué volontairement, avec sa mère présente. Avait-elle une représentation juridique là-bas? Elle y a renoncé. Elle était sous le choc naturellement, mais elle n'a jamais contesté que David parlait librement. Victoria prit note mentalement de demander à Hélène à ce sujet. Cela contredisait ce qu'elle lui avait dit. « Et qu'en est-il de la divergence sur l'heure du décès ?» demanda Victoria, observant attentivement leur réaction. Le rapport d'autopsie situait la mort entre minuit et 2 heures du matin, mais la confession indique que le meurtre a eu lieu à 22 heures. Un éclair de quelque chose, alarme, traversa le visage de Monroe avant qu'il ne se reprenne. Les médecins légistes donnent des plages horaires, pas des heures exactes. La limite inférieure de cette plage correspond à la déclaration de David. Et l'ADN sous les ongles de James Rayner qui ne correspondait pas à celui de David? Cette fois, le shérif... Carter se raidit visiblement. Où avez-vous obtenu cette information? Victoria maintint une expression neutre, bien que son pouls accélérât. Elle pêchait au hasard, basée sur une intuition de l'examen des documents, et avait apparemment touché quelque chose. Je demande simplement si cela était enquêté. Monroe se leva brusquement. Mademoiselle Lang, laissez-moi être direct. L'affaire Rayner a été l'homicide le plus minutieusement enquêté de l'histoire de ce comté. Chaque élément de preuve pointait vers David. Si vous publiez quoi que ce soit suggérant un déni de justice sans preuve concrète, je vous poursuivrai, vous et le Chronicle, pour diffamation. Le shérif Carter et moi avons des réputations à protéger. Et des carrières à faire avancer, ajouta Victoria avec à-propos. J'entends dire que vous vous présentez au poste de procureur général de l'État l'année prochaine. Monsieur Monroe? Le sourire de Monroe était glacial. Cette conversation est terminée. Shérif, veuillez raccompagner mademoiselle Lang. Dans le parking, Victoria s'assit dans sa voiture, les mains tremblant légèrement. Leur réaction à son bluff sur les preuves ADN lui en disait plus que n'importe quelle. Interview aurait pu. Il y avait quelque chose qu'il cachait, quelque chose qui valait la peine de la menacer. Alors qu'elle démarrait son moteur, son téléphone émit un message d'un numéro inconnu. Vérifiez les dossiers médicaux du garçon de l'hôpital Wilson Memorial. 3 visites dans l'année précédant le meurtre. Regardez les notes du médecin traitant. Le cœur de Victoria s'accéléra. Un autre tuyau anonyme. Elle jeta un coup d'œil autour du parking, se demandant si quelqu'un la surveillait. La seule personne visible était l'adjoint Simmons, photographiant sa plaque d'immatriculation avec son téléphone. Il surveillait chacun de ses mouvements.
Mais ils n'étaient pas les seuls à observer. Qui l'aidait? Et plus important encore, que risquerait-il pour exposer la vérité? Victoria conduisit directement à l'appartement d'Hélène Rainer en périphérie de la ville. L'immeuble était délabré, en contraste frappant avec la maison coloniale que la famille partageait autrefois. Elle frappa à plusieurs reprises, mais personne ne répondit. « Elle est partie hier », dit une voisine âgée, regardant par sa porte entr'ouverte. « A fait une petite valise. » Dit qu'elle avait besoin d'espace loin des commérages. Victoria fronça les sourcils. Hélène n'avait mentionné aucun projet de voyage. Avec sa source principale disparue, Victoria avait plus que jamais besoin de ses dossiers médicaux. Mais y accéder légalement nécessiterait l'autorisation d'Hélène. Son téléphone sonna. Son éditeur au Chronicle. « Vic, » dit Frank Barnes, sa voix tendue. « Pourquoi viens-je de recevoir un appel du procureur disant que vous harcelez des témoins dans une affaire close ?» Victoria expliqua ses soupçons tout en s'éloignant de l'appartement d'Hélène. « Bon sang, Vic, » soupira Frank. « Je vous ai donné ce travail quand personne d'autre ne voulait vous approcher. Ne me faites pas regretter. Frank, il y a quelque chose qui cloche ici. Un enfant purge une peine à vie pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Cet enfant a avoué. Écoutez, je comprends. Le désir de rédemption après Birmingham, mais ce n'est pas à propos de moi, » interrompit Victoria, bien que l'accusation la blesse. C'est une question de justice. Une longue pause. Vous avez 2 semaines. Après ça, vous retournez aux réunions du conseil municipal et au football lycéen. Et Vic, ne violez aucune loi. Victoria raccrocha et conduisit jusqu'à la maison Rainer. Le ruban de la scène de crime barrait encore la porte d'entrée, mais elle ne s'intéressait pas à l'entrée principale. Selon les plans dans les fichiers de James, il y avait une porte de cave sur le côté de la maison. Jetant un coup d'œil autour pour s'assurer que personne ne regardait, Victoria se glissa dans l'arrière-cour. L'entrée de la cave était cadenassée, mais une fenêtre à proximité avait été brisée, probablement par des enfants du quartier. Elle se faufila à travers, tombant dans une salle de stockage moisi. À l'étage, la maison était figée dans le temps. Des photos de famille étaient encore accrochées au mur. La vaisselle reposait dans l'égouttoir. Mais Victoria n'était pas là pour l'évident. Elle cherchait ce que James avait appelé sa police d'assurance dans ses notes, des ICRA, preuve qu'il aurait apparemment cachées dans la maison. Elle trouva d'abord la chambre de David, mur peint en bleu, étagère garnie de livres et de maquettes d'avions. Tout était méticuleusement organisé, atypique pour un garçon de 11 ans. Sur son bureau se trouvait un journal intime, que Victoria glissa rapidement dans sa poche. Plus loin dans le couloir, elle découvrit ce qui devait être la chambre de punition mentionnée par Hélène. Elle était petite, sans fenêtre, plus comme un grand placard. Les murs étaient nus à l'exception de marques de griffures près du sol. L'estomac de Victoria se retourna lorsqu'elle réalisa qu'elles étaient à la hauteur où un enfant s'assiérait. Dans la chambre principale, Victoria vérifia les endroits que James avait notés dans ses dossiers. Derrière la grille d'aération, sous les planches branlantes. Rien. Soit James avait déplacé ses preuves, soit quelqu'un les avait trouvées en premier. Alors qu'elle se préparait à partir, Victoria remarqua une section de papier peint qui semblait légèrement décolorée dans le placard du couloir. En la tirant, elle révéla un petit coffre-fort encastré dans le mur. Elle essaya la combinaison des notes de James, l'anniversaire de son fils. À l'intérieur se trouvait une seule clé USB et une clé étiquetée « Unité de stockage 23, Wilcox Secure Storage ». Des phares balayèrent l'avant de la maison alors qu'une voiture s'engageait dans l'allée. Par la fenêtre, Victoria reconnut la voiture de Miss Sandinizza, patrouille du shérif Carter. Elle glissa les objets dans sa poche et se dirigea vers la fenêtre de la cave. Alors qu'elle sortait, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Carter appeler. Le trajet jusqu'à l'installation de stockage devrait attendre. D'abord, elle devait voir ce qu'il y avait sur la clé USB et quel secret David avait écrit dans son journal. Les mains de Victoria tremblaient tandis qu'elle insérait la clé USB dans son ordinateur portable. Les fichiers étaient cryptés. Sans le mot de passe, ils étaient inutiles. Elle se tourna plutôt vers le journal de David.
Un simple cahier de composition avec son nom soigneusement imprimé sur la couverture. À l'intérieur, l'écriture était précise, presque douloureusement pour un enfant de son âge. La plupart des entrées étaient banales, devoirs scolaires, livres qu'il avait lus, mais dispersés tout au long se trouvaient des entrées troublantes. Papa a eu sa mauvaise humeur encore. J'ai dû aller dans la pièce silencieuse, 3 heures cette fois. Maman a pleuré au dîner. Papa a dit qu'elle l'embarrassait. Plus tard, ils se sont disputés à propos du médicament encore. Papa dit que je dois être plus fort. Personne ne respecte la faiblesse. J'ai échoué au test aujourd'hui. Victoria se demandait quel test un avocat de la défense pourrait donner à son fils. La dernière entrée, datée du jour avant le meurtre, disait « Papa dit que demain est une leçon importante. Dit que je comprendrai enfin comment le monde fonctionne réellement. » Un coup à sa porte d'entrée la fit sursauter. Par la fenêtre, elle vit la berline noire élégante du procureur Monroe dans son allée. Elle cacha rapidement le journal et la clé USB sous une lame de plancher branlante qu'elle avait découverte en emménageant. Monroe se tenait sur son porche, son costume coûteux remplacé par une tenue décontractée qui semblait pourtant encore taillée sur mesure. Il tenait une bouteille de vin. « Mademoiselle Lang », sourit-il. J'ai pensé que nous devrions éclaircir l'air après cet après-midi. Puis-je entrer? Victoria hésita, puis s'écarta. Gardez vos ennemis plus près. Joli endroit, commenta Monroe, bien que son expression suggère le contraire. Petit, mais charmant. Que voulez-vous, monsieur Monroe? Il posa le vin sur son comptoir de cuisine. Comprendre pourquoi vous poursuivez cela. L'affaire est close. David Rayner a avoué. Justice a été rendue. L'a-t-elle été? Défia Victoria. Parce que d'après ce que j'ai recueilli, un enfant vulnérable a été précipité dans un système conçu pour le protéger. Le sourire de Monroe se durcit. Vous ressemblez à James, toujours croyant qu'il était le seul avocat éthique dans la pièce. Il jeta un coup d'œil à sa cuisine. Vous savez, nous avons trouvé les dossiers de James après sa mort. Beaucoup de théories du complot, mais rien de substantiel. Victoria garda son expression neutre, malgré son cœur qui s'accélérait. Ils avaient cherché les preuves de James et ne les avaient pas toutes trouvées. Je fais simplement mon travail, dit-elle. Je suis l'histoire là où elle mène. Et si elle ne mène nulle part, que se passe-t-il alors? Monroe s'approcha. Vous avez déjà détruit une carrière sur de fausses allégations. Voulez-vous vraiment répéter cette erreur? C'était différent. Ma source m'a menti. Et comment savez-vous qu'Helen Rayner ne ment pas? Une veuve en deuil potentiellement instable, cherchant quelqu'un à blâmer en dehors de son fils? Il soupira. Victoria, cette ville respecte la tradition, la hiérarchie, les personnes qui maintiennent l'ordre. James a oublié ça. Ne faites pas la même erreur. Est-ce une menace? C'est un retour à la réalité. Je me présente au poste de procureur général de l'État l'année prochaine. Le shérif Carter vise mon poste. La juge Collins se dirige vers le banc fédéral. Nous avons tous travaillé trop. Dur pour laisser une histoire à sensation faire dérailler nos futurs. Et qu'en est-il de l'avenir de David? Défia Victoria. Enfermé à vie à 11 ans, la façade de Monroe se fissura légèrement. Certains sacrifices sont nécessaires pour le bien commun. Un enfant troublé contre le bien que nous pouvons faire dans des fonctions supérieures, le calcul est simple. Victoria se sentit malade. Donc vous admettez qu'il pourrait être innocent? Monroe rit, mais ses yeux restèrent froids. Je n'admets rien. J'explique simplement la réalité politique. Il se dirigea vers la porte. Pensez à votre propre avenir, Victoria. Le Chronicle est un travail sans issue. J'ai des connexions dans les grands réseaux. Aidez-nous à enterrer correctement cette histoire, et je pourrai passer un appel. Après son départ, Victoria resta figée, traitant son admission implicite et son pot de vin flagrant. Son téléphone sonna avec un message d'un numéro inconnu. Sa mystérieuse source à nouveau. Monroe a visité l'unité de stockage la semaine dernière, a changé la serrure. Ce qui s'y trouvait pourrait avoir disparu, mais vérifiez l'hôpital Wilson Memorial demain. Dr Patel travaille de 7h à 15h. Elle a traité le garçon. Elle parlera. Le pouls de Victoria s'accéléra. Comment sa source savait-elle pour la visite de Monroe?
et à propos de la clé de stockage qu'elle venait de trouver. Quelqu'un surveillait son enquête se dérouler en temps réel, quelqu'un avec des informations internes. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Hélène Rainer. « Victoria », chuchota-t-elle, sa voix tremblante. « Ils savent que je vous ai donné les dossiers de James. Ils surveillent la maison de ma sœur où je séjourne. Je pense qu'ils ont mis sur écoute mon téléphone. Je ne peux pas parler longtemps. » Hélène. « Où êtes-vous exactement ? Je vais venir. » « Non, écoutez simplement. Il y a quelque chose à propos de la confession de David qu'il cache. Il n'a pas... » La ligne mourut. Victoria essaya immédiatement de rappeler. Pas de réponse. Elle envoya un texto. « Hélène, êtes-vous en sécurité ?» 3 points. Apparurent, puis disparurent. Puis un seul texte arriva. « Oubliez l'affaire. David est coupable. J'ai eu tort de vous contacter. » Victoria fixa le message, certaine qu'il ne venait pas réellement d'Hélène. Quelqu'un avait son téléphone, ou la forçait à envoyer ceci, ce qui signifiait qu'Hélène, Rainer était en danger, et Victoria pourrait être la suivante. Victoria dormit à peine cette nuit-là, son esprit explorant les possibilités. À l'aube, elle avait pris une décision. Si Hélène était en danger, la meilleure protection était d'exposer rapidement la vérité. L'hôpital Wilson Memorial était à 30 minutes de route du comté de Wilcox. Victoria arriva à 7h15, demandant le docteur Patel à la réception. « Elle est avec un patient », dit la réceptionniste. « Avez-vous un rendez-vous ?»« C'est au sujet de David Rainer », répondit doucement Victoria. L'expression de la réceptionniste changea. « Attendez à la cafétéria, je lui dirai que vous êtes ici. » 20 minutes plus tard, une femme en blouse blanche s'approcha. Le docteur Patel était plus jeune que Victoria ne s'y attendait, avec des yeux intelligents et une attitude prudente. « Vous posez des questions sur le garçon Rainer, dit-elle, s'asseyant en face de Victoria. « Pourquoi ? Je crois qu'il pourrait être innocent. Sa mère le pense aussi. » Le docteur Patel jeta un coup d'œil autour de la cafétéria presque vide. « Je peux perdre ma licence pour avoir discuté des informations d'un patient. Vous pourriez aussi aider à libérer un enfant innocent. » Le médecin soupira. « J'ai traité David 3 fois dans l'année précédant le meurtre. Officiellement, pour des accidents. Un poignet cassé après être tombé de son vélo. Des côtes meurtries dues à l'entraînement sportif. Légère commotion cérébrale après être tombé dans les escaliers. » L'estomac de Victoria se serra. « Et officieusement, les blessures correspondaient à des abus. Le modèle, la nature défensive des blessures. J'ai déposé des rapports auprès des services de protection de l'enfance, à chaque fois. Qu'est-il arrivé à ces rapports ?» L'expression du docteur Patel se durcit. « Rien. Ils ont été examinés et rejetés. James Rainer était respecté, connecté, et Hélène était docile. Elle confirmait quelle que soit l'histoire que James racontait. » Victoria prit des notes. David était-il violent ou agressif pendant ses visites? Tout le contraire, il était renfermé, presque catatonique par moments. Il parlait seulement quand on s'adressait directement à lui, et alors d'une manière plate, répétée. J'ai noté des signes potentiels de conditionnement psychologique dans mes rapports. Conditionnement? Comme un lavage de cerveau? Le docteur Patel hésita. Plus comme une manipulation émotionnelle systématique. Briser la volonté de quelqu'un et la reconstruire pour servir vos objectifs. C'est rare à voir dans les relations parents-enfants, mais pas inouï dans certains troubles de la personnalité. Victoria se souvint des entrées du journal de David sur les tests et les leçons. Ce conditionnement pourrait-il inclure le fait de le faire avouer quelque chose qu'il n'a pas fait? Absolument. Surtout pour un enfant désespéré d'obtenir l'approbation d'un parent abusif ou ayant peur des conséquences de la désobéissance. Victoria se pencha en avant. « Docteur Patel, seriez-vous prête à témoigner officiellement de cela? Je l'ai déjà fait pendant l'enquête. J'ai soumis une évaluation psychologique complète, suggérant que la confession de David devrait être remise en question étant donné son historique. Elle n'a jamais été versée aux preuves. Qui l'a bloquée? Le bureau du procureur a affirmé que c'était spéculatif. Mais mon rapport a complètement disparu du dossier de l'affaire. Quand j'ai demandé, la juge Collins a dit qu'elle ne l'avait jamais reçu. Alors que Victoria digérait cela, le docteur Patel fit glisser une clé USB à travers la table.
Ceci est une copie de mon évaluation, plus tous les dossiers médicaux de David. J'ai gardé des doubles après que les originaux aient disparu. J'attendais que quelqu'un pose les bonnes questions. Victoria empocha la clé. Merci. C'est incroyablement. Ne me remerciez pas, interrompit le Dr Patel, se levant pour partir. J'ai déjà échoué à ce garçon une fois en n'insistant pas davantage. Faites simplement en sorte que ce soit corrigé. De retour dans sa voiture, Victoria brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Les fichiers confirmaient tout ce que le docteur Patel avait dit. Plus, quelque chose d'encore plus significatif. La confession de David contenait un langage et des concepts qu'une évaluation cognitive complète avait déterminés comme dépassant ses capacités de développement. Des phrases comme « J'ai ressenti une rage incontrôlable et j'étais conscient de mes actes, mais incapable de me retenir » ne correspondaient pas au vocabulaire ou à la compréhension psychologique d'un enfant de 11 ans, même un brillant comme David. Quelqu'un avait écrit cette confession pour lui, et d'une manière ou d'une autre, il l'avait convaincu de la réciter. Victoria démarra sa voiture, l'esprit en ébullition. Elle devait entendre l'enregistrement original de la confession, pour le comparer au véritable modèle de parole de David d'avant le meurtre. Alors qu'elle sortait du parking de l'hôpital, un SUV noir aux vitres teintées se plaça derrière elle. Il la suivit pendant 10 miles, maintenant toujours la même distance, avant de tourner soudainement. Mais à ce moment-là, une voiture de police était apparue dans son rétroviseur. Les lumières clignotèrent, lui signalant de se garer. L'adjoint Simmons s'approcha de sa fenêtre, son expression sombre. « Mademoiselle Lang, je dois vous demander de sortir du véhicule. Le shérif Carter veut vous parler au poste. Suis-je en état d'arrestation? Pas encore, dit-il de façon menaçante. Mais interférer avec les dossiers médicaux scellés d'un mineur pourrait changer cela. Comment savait-il où elle avait été? Qui la surveillait? Et que ferait-il pour l'empêcher d'exposer la vérité? Je n'ai pas accédé à des dossiers scellés, dit fermement Victoria, restant dans sa voiture. J'ai interviewé un médecin à propos de ses observations professionnelles. Ce n'est pas illégal. L'adjoint. Simmons bougea inconfortablement. « Madame, je ne fais que suivre les ordres. Avez-vous un mandat ou m'arrêtez-vous » Quand il hésita, Victoria prit une décision rapide. « Dites au shérif Carter que je viendrai au poste à 14 heures. Je dois d'abord déposer mon article pour le Chronicle. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle remonta sa vitre et s'éloigna. Dans son rétroviseur, elle vit Simmons parlant urgemment dans sa radio. Mais il ne la suivit pas. Victoria se rendit directement au bureau du Chronicle, où son éditeur Frank Barnes l'attendait, son expression grave. « Le shérif Carter a appelé, dit-il. Prétend que vous interférez avec une enquête et accédez à des dossiers médicaux scellés. » Victoria plaça la clé USB du docteur Patel sur son bureau. « J'ai des preuves suggérant que la confession de David Rayner a été fabriquée, possiblement par le bureau du procureur. » Les yeux de Frank s'écarquillèrent. C'est une accusation sérieuse. J'ai besoin d'interviewer des personnes liées à James Rayner, ancien client, collègue. Quelqu'un d'autre aurait pu vouloir sa mort. Frank hésita. Vic, le shérif menace de saisir nos dossiers. Monroe a appelé le propriétaire du journal. Alors je dois travailler vite. Victoria sortit une liste de noms des dossiers de James. Ce sont ses associés. J'ai besoin des coordonnées pour autant que possible. Après un accord réticent de Frank, Victoria passa la matinée à passer des appels. La plupart restèrent sans réponse ou se terminèrent par des raccrochages brusques quand elle mentionnait James Rayner. Mais 3 personnes acceptèrent de la rencontrer. Martin Webb, l'ancien associé juridique de James, Sarah Donovan, une greffière, et Melissa Holt, qui avait été la babysitter des Rayner. Martin Webb la rencontra dans un restaurant hors de la ville. Dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et une montre coûteuse, il semblait nerveux. « J'ai quitté le cabinet il y a 3 ans, » expliqua-t-il, voix basse. James changeait, devenait obsédé par des allégations de corruption. Était-elle légitime? Webb remua son café. James croyait que Monroe et Carter orchestraient de faux aveux pour améliorer les taux de condamnation. Utilisant l'intimidation, la falsification de preuves, il rassemblait des preuves. En a-t-il trouvé? Je ne sais pas. Je lui ai dit de laisser tomber.
C'était dangereux. Monroe a des connexions puissantes dans la politique de l'État. Victoria se pencha en avant. James avait-il des ennemis? Quelqu'un qui aurait pu vouloir sa mort? En dehors du département du shérif entier et du bureau du procureur? Webb rit amèrement. James était agressif au tribunal, se faisait facilement des ennemis. Mais meurtre? Il secoua la tête. Seulement s'il menaçait l'avenir de quelqu'un. Ensuite, Victoria rencontra Sarah Donovan dans un parc. La greffière était une femme effacée qui regardait constamment par-dessus son épaule. Des dossiers ont disparu, chuchota-t-elle. Preuves enregistrées mais jamais présentées au procès, y compris l'évaluation du docteur Patel. Qui y avait accès? Le greffier de la juge Collins, le bureau du procureur, les techniciens de preuve du shérif. Une conspiration aussi grande semble impossible à coordonner, nota Victoria. Les yeux de Sarah s'agitèrent nerveusement. À moins qu'ils n'aient tous quelque chose à gagner. Monroe veut être procureur général. Carter veut le poste de Monroe. Collins veut une nomination fédérale. Et James menaçait tout cela? Il a déposé une plainte auprès du comité judiciaire de l'État 3 semaines avant sa mort. Je l'ai aidé à la préparer. Sarah se leva pour partir. C'est tout ce que je peux dire. J'ai des enfants à nourrir. Melissa Holt, l'ancienne babysitter, rencontra Victoria à la bibliothèque. Étudiante universitaire maintenant, elle avait gardé David, occasionnellement quand il était plus jeune. David était l'enfant le plus facile que j'ai jamais gardé, se rappela-t-elle. Trop facile. Il pouvait rester parfaitement immobile pendant des heures, ne demandait jamais rien. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel à propos de la famille? Melissa hésita. Monsieur Rainer avait des règles strictes. Une fois, David a renversé du jus sur le tapis. Quand je l'ai mentionné à Monsieur Rainer, il a dit « Il sera puni de façon appropriée ». La façon dont il l'a dit m'a donné des frissons. Avez-vous déjà vu la pièce silencieuse? Les yeux de Melissa s'élargirent. Comment savez-vous ça? C'était ce placard que Monsieur Rainer avait converti. Si David enfreignait les règles, il y allait. Madame Rainer m'a dit de ne jamais l'ouvrir, même si j'entendais des pleurs. Le téléphone de Victoria vibra avec un texte de sa source anonyme. Vérifiez l'ancien client de James Trevor Phillips, libéré de prison 3 mois avant le meurtre. Blâmait James pour 2 années supplémentaires à sa peine. Alors que Victoria se levait pour partir, Melissa saisit son bras. Il y a autre chose. La nuit avant le meurtre, j'étais censé garder l'enfant. Madame Rainer a annulé à la dernière minute, disant qu'ils avaient une leçon familiale. Elle semblait effrayée. L'esprit de Victoria s'agita en assemblant les informations disparates. Le tableau qui émergeait était troublant. Un avocat éminent découvrant la corruption, un enfant abusé, des preuves manquantes, des fonctionnaires ambitieux. Et maintenant un suspect alternatif possible en la personne d'un ex-détenu avec une rancune. Elle vérifia sa montre. Il était 13h45. Elle était censée rencontrer le shérif Carter dans 15 minutes. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Mademoiselle Lang. Lush. Voix était déguisée électroniquement, comme sa source anonyme. N'allez pas au poste du shérif. Ils ont un mandat pour votre arrestation sur des accusations fabriquées. Monroe agit pour supprimer votre enquête. Qui est-ce? Comment savez-vous tout cela? Quelqu'un qui veut justice pour David. Vérifiez la vidéo de confession du garçon. Concentrez-vous sur ses yeux. Il était drogué. La ligne fut coupée. Victoria se précipita de retour au bureau du Chronicle, l'esprit en ébullition. Si l'avertissement était légitime, elle avait peu de temps avant qu'ils ne l'arrêtent pour les charges qu'ils auraient fabriquées. « Frank !» appela-t-elle, faisant irruption dans son bureau. « J'ai besoin de voir la vidéo de confession de David Rainer. Maintenant. » Son éditeur leva les yeux, surpris. « Comment pourrais-je l'obtenir? C'est une preuve scellée. Le Chronicle a couvert le procès. Vous devez avoir des copies des pièces à conviction que l'accusation a communiquées à la presse. » Frank hésita, puis acquiesça lentement. « Archives, niveau sous-sol. Boîte étiquetée, procès Rainer. Mais Vic, le shérif Carter a rappelé. Il a l'air sérieux. Dans quoi vous êtes-vous engagé? La vérité, répondit-elle simplement, se dirigeant déjà vers les escaliers. Dans les archives poussiéreuses du sous-sol, Victoria trouva la boîte et une petite salle de visionnage avec un lecteur DVD obsolète. La vidéo de confession,
était exactement où elle devait être, étiquetée « pièce A de l'État ». L'enregistrement commença par l'identification policière standard, date, heure, lieu. Puis la caméra se concentra sur David, petit et frêle dans une chaise surdimensionnée. Hélène était assise à côté de lui, son visage vide de choc. Le shérif Carter et le procureur Monroe se tenaient en temps. Arrière-plan. La confession de David était étrangement calme, détachée. J'ai ressenti une rage incontrôlable quand mon père m'a dit que je le décevais encore, récita le garçon, ses yeux défocalisés et dilatés. J'ai pris le trophée de son bureau et l'ai frappé à plusieurs reprises. J'étais conscient de mes actes mais incapable de me retenir. Victoria se pencha plus près de l'écran, étudiant ses yeux. L'appelant anonyme avait raison. Les pupilles de David étaient anormalement dilatées, son regard défocalisé. Le garçon semblait presque en transe. Plus troublant encore était à quel point ses formulations sonnaient adultes, utilisant un vocabulaire qu'aucun enfant de 11 ans n'emploierait naturellement. Même la cadence était fausse, comme s'il récitait des lignes mémorisées. Victoria avança rapidement dans le reste de la confession, s'arrêtant quand Monroe s'avança pour interroger David. « Quelqu'un t'a-t-il aidé à planifier ceci, David ?» demanda Monroe. « Non, c'était juste moi », répondit mécaniquement le garçon. « Et ta mère, était-elle impliquée ?» Une hésitation à peine perceptible. « Non. » Victoria rembobina et regarda ce moment à nouveau. Les yeux de David avaient regardé vers quelqu'un hors caméra avant de répondre. Suivant la direction de son regard, elle réalisa qu'il avait regardé le shérif Carter. Elle éjecta le DVD et retourna à l'étage, entrant presque en collision avec une jeune journaliste dans le couloir. « Victoria, Dieu merci !» dit Jenny. Parker, la jeune journaliste criminelle du Chronicle. « Des adjoints du shérif sont dehors. Ils vous demandent. » Victoria regarda à travers les stores. 2 voitures de patrouille étaient garées devant le bâtiment. « Y a-t-il une autre sortie ?» Jenny acquiesça. « Quai de chargement à l'arrière. Ma voiture est là. Prenez-la. » Elle lui tendit ses clés. « Que se passe-t-il ?»« Corruption au plus haut niveau du gouvernement du comté, » répondit Victoria, se dirigeant vers les escaliers arrière. « Si je ne vous appelle pas dans 24 heures, publiez tout ce qui se trouve dans ce dossier. » Elle est. Tendit à Jenny une enveloppe Manila contenant des copies de toutes ses preuves jusqu'à présent. 10 minutes plus tard, Victoria conduisait la voiture compacte de Jenny vers la frontière du comté, l'esprit en ébullition. Elle devait trouver Hélène Rainer, le seul témoin de la confession de David qui pourrait dire la vérité. Son téléphone sonna. « Frank, Victoria, ils ont un mandat. Falsification de preuves et obstruction à la justice. Que diable se passe-t-il? Ils me piègent, tout comme ils ont piégé David. Où irait Hélène Rainer si elle se cachait, Frank? Vous avez vécu ici toute votre vie. » Frank resta silencieux un moment. Sa sœur avait une cabane au bord du lac à environ 30 miles au nord. Pourrait commencer par là. Alors que Victoria tournait sur l'autoroute, elle remarqua des phares dans son rétroviseur, le même SUV noir que plus tôt. Quelqu'un la suivait à nouveau. Elle prit une sortie soudaine, serpentant par des routes secondaires pour semer sa queue. Quand elle fut confiante de les avoir perdus, elle s'arrêta et essaya le numéro qu'Hélène avait appelé la nuit dernière. Toujours pas de réponse. Désespérée, elle composa le numéro de sa source anonyme. « J'ai besoin de trouver Hélène Rainer, » dit-elle quand ils répondirent. « La cabane au bord du lac de sa sœur, savez-vous où c'est? »« Lakeview Drive, cabane 17. » répondit immédiatement la voix déguisée. « Mais Victoria, soyez prudente. Hélène n'est pas seule. Qui est avec elle? » « La juge Collins. Ce sont de vieilles amies, colocataires d'université. Hélène a demandé de l'aide. » Victoria sentit un frisson. « La juge Collins? La même juge qui a présidé l'affaire de David. Oui. Et c'est elle qui a enterré l'évaluation du docteur Patel. Elle fait partie de tout ça. » Les mains de Victoria se serrèrent sur le volant. La conspiration était encore plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, atteignant jusqu'à la juge qui avait condamné un garçon de 11 ans à la prison à vie. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, » continua la voix. Le procureur, la juge et le shérif n'étaient pas les seuls à avoir quelque chose à gagner de la mort de James. Que voulez-vous dire? Vérifiez la police d'assurance vie de James.
10 millions de dollars. Et devinez qui était le seul bénéficiaire après sa mort? Le souffle de Victoria se coupa alors que les pièces se déplaçaient soudainement dans son esprit, formant une image entièrement nouvelle. Helen Rainer. La nuit était tombée lorsque Victoria atteignit Lakeview Drive. Une rangée de cabanes modestes bordait la rive, la plupart sombres et vacantes en cette période de l'année. Le numéro 17 se trouvait au bout de la route, une seule lumière brillant, à sa fenêtre. Victoria gara la voiture de Jenny à un quart de mile et s'approcha à pied. En s'approchant de la cabane, elle entendit des voix à travers la fenêtre partiellement ouverte. « Ils savent que je lui ai parlé », la voix d'Hélène, tremblante. « Et si elle découvre tout? Elle ne le fera pas. » Une autre femme, présumément la juge Collins, répondit fermement. « Le shérif l'arrêtera ce soir. Monroe a arrangé pour que le Chronicle retire tout ce qu'elle publie. » Victoria s'accroupit sous la fenêtre, téléphone en main, enregistrant. « Et David ?» demanda Hélène. « David est en sécurité là où il... »« Est, » dit la juge Collins. « Mieux vaut un établissement pour mineurs que ce que James avait prévu pour lui. » L'esprit de Victoria s'agitait. Qu'avait prévu James? « Je n'aurais jamais pensé que ça irait si loin, » chuchota Hélène. « Le garçon perdant tout son avenir. Nous avons tous fait des... sacrifices, » répliqua froidement Collins. « J'ai risqué ma carrière judiciaire. Carter et Monroe ont mis leur avancement en jeu. Vous avez obtenu votre liberté et votre sécurité financière. Et David a eu une peine à vie, » dit Hélène, sa voix se brisant. « Un sacrifice nécessaire. James allait tous nous exposer, tout ce que nous avions construit. » Victoria en avait assez entendu. Elle devait confronter Hélène directement. Elle fit le tour jusqu'à la porte d'entrée et frappa fermement. Le silence tomba à l'intérieur. Puis des pas. La juge Collins ouvrit la porte, son attitude sévère de tribunal, remplacée par un choc visible. « Mademoiselle Lang, comment avez-vous » Victoria la bouscula et entra dans la cabane. « Hélène, nous devons parler. » Hélène Rainer était assise à une petite table, son visage pâle. « Victoria, vous ne devriez pas être ici. Il y a un mandat. Pour mon arrestation. Je sais. » Victoria plaça son téléphone sur la table, toujours en train d'enregistrer. « Vous m'avez piégé. Vous tous. » La juge Collins reprit sa composition. « C'est une accusation grave. Pas aussi grave que de piéger un garçon de 11 ans pour meurtre, » contra Victoria, « ou de conspirer pour entraver la justice, ou de falsifier des preuves. » « Vous n'avez aucune preuve, » dit Collins avec dédain. « J'ai les dossiers médicaux de David montrant des années d'abus. J'ai des déclarations de témoins sur des preuves qui ont disparu. J'ai l'évaluation supprimée du docteur Patel. Et maintenant, » elle fit un geste vers son téléphone. « J'ai votre conversation admettant une conspiration. » Le visage d'Hélène s'effondra. « Vous ne comprenez pas. James était un monstre. »« Alors vous l'avez tué ?» demanda directement Victoria. « Non. » Hélène semblait sincèrement choquée. « Je ne ferai jamais, mais vous savez... » « Qui l'a fait ?» insista Victoria. « Et vous avez laissé David prendre le blâme. » Des larmes coulaient sur le visage d'Hélène. « Vous ne savez pas de quoi James était capable. Ce qu'il nous faisait. Le contrôle, la manipulation. »« Hélène, arrêtez !» avertit la juge Collins. « Je sais à propos de la police. »« D'assurance vie, » continua Victoria. « 10 millions de dollars. Assez pour un mobile. » Hélène secoua violemment la tête. « Je ne voulais pas l'argent. Je voulais juste m'échapper avec David. Mais James ne nous aurait jamais laissé partir. Alors qui l'a tué? »« Ça suffit, » interrompit la juge. Collins sortant son téléphone. « J'appelle le shérif Carter. »« Allez-y, » dit Victoria. « J'ai déjà envoyé des copies de tout ce que j'ai à des journalistes de 3 journaux d'État. Si je suis arrêté, ils publient tout. C'était un bluff, mais il fonctionna. » Collins hésita. « Dites-moi ce qui s'est réellement passé, » exigea Victoria se retournant vers Hélène. Hélène sembla s'effondrer intérieurement. « James a découvert que je prévoyais de le quitter, prendre David et disparaître. Il allait nous donner à tous les deux une leçon finale ce soir-là. » Elle frissonna. J'étais terrifié. « Alors vous l'avez tué en légitime défense? »« Je vous ai dit, je ne l'ai pas tué, » cria Hélène. « Je n'étais même pas à la maison quand c'est arrivé. James m'avait envoyé chercher le dîner. Quand je suis revenu... » Elle s'interrompit,
ses yeux hantés. La scène du crime était déjà installée, termina Victoria. Et David était là. Hélène acquiesça misérablement. Le shérif Carter était déjà là aussi. Il m'a dit que James les avait enquêtés. Monroe, Collins, lui-même, dit qu'ils avaient des preuves qui pouvaient les détruire tous. Alors ils vous ont offert un marché, devina Victoria. David prend le blâme. Vous obtenez l'argent de l'assurance et leur corruption reste cachée. Ils ont dit que c'était le seul moyen de protéger David, chuchota Hélène, que James s'était fait des ennemis puissants qui s'en prendraient aussi à lui, qu'un établissement pour mineurs était l'endroit le plus sûr pour lui. Et vous les avez crus? L'expression d'Hélène se durcit soudainement. Je n'avais pas le choix. Ils avaient déjà entraîné David pour sa confession. Il était drogué, confus. Ils ont menacé de m'inculper comme complice si je ne coopérais pas. Victoria fixa la femme brisée devant elle. Alors, si vous n'avez pas tué James et David non plus, alors qui l'a fait? Une planche craqua derrière elle. Je pense, dit une voix familière, que c'est la question que tout le monde a essayé très fort de ne pas répondre. Victoria se retourna pour trouver le procureur Richard. Monroe se tenant dans l'embrasure de la porte, une arme à la main. Monroe ferma la porte de la cabine derrière lui, gardant l'arme pointée sur Victoria. Vous avez été plutôt persévérante, mademoiselle Lang. Admirable chez une journaliste, dangereux dans cette situation. L'esprit de Victoria fonctionnait à toute vitesse, calculant les options. Son téléphone enregistrait toujours sur la table. « Richard, que faites-vous » demanda la juge Collins, son autorité judiciaire inutile face à l'arme. « Je nettoie votre gâchis, Margaret », répondit-il froidement. Comme d'habitude. Victoria étudia attentivement. « Monroe, vous avez tué James Rayner. » Une simplification excessive, dit Monroe, son sourire de politicien n'atteignant jamais ses yeux. James allait détruire tout ce que nous avions construit dans ce comté. Notre système judiciaire, nos carrières, l'ordre que nous maintenions, votre corruption. Vous voulez dire, répliqua Victoria. Monroe haussa les épaules. Appelez-le comme vous voulez. Dans des endroits comme le comté de Wilcox, la justice est ce que nous disons qu'elle est. James a oublié cette règle. Hélène gémit doucement. Vous aviez promis que David serait en sécurité. Et il l'est. La détention juvénile est assez humaine de nos jours. Monroe fit un geste vers le canapé avec son arme. S'il vous plaît, asseyez-vous tous. Nous devons discuter de comment cela se termine. Victoria resta debout. L'enregistrement que je viens de faire mettra fin à tout pour vous. Votre téléphone? Monroe sourit. Facilement éliminé. Et je crains que votre crédibilité ne soit plus ce qu'elle était, mademoiselle Lang. Pas après Birmingham. J'ai tout envoyé à d'autres journalistes, bluffa Victoria à nouveau. Non, vous ne l'avez pas fait, dit Monroe avec assurance. Nous avons surveillé vos communications. Vous avez été trop occupé à jouer au détective pour vraiment déposer votre article. Victoria sentit un frisson. Il avait raison. Richard, cela est allé trop loin, dit la juge Collins, sa voix tremblante. Nous avions convenu que personne ne serait blessé, sauf David. Interrompit Victoria. Et James. James s'est blessé lui-même, lança Monroe. Il allait déposer des preuves de nos raccourcis procéduraux auprès du procureur général de l'État. Des affaires où nous avions aidé la justice à suivre son cours, planter des preuves, exercer des pressions pour obtenir des aveux. Tout cela pour garder les criminels hors de nos rues. Pour faire avancer vos carrières, corrigea Victoria. Le sourire de Monroe se crispa. Un effet secondaire bénéfique. Maintenant, voici ce qui va se passer. Mademoiselle Lang, vous allez écrire une rétractation complète. Admettez que vous avez fabriqué des preuves dans une tentative désespérée de ressusciter votre carrière. Hélène confirmera que vous l'avez poussée à faire de fausses déclarations. Et si je refuse? Alors tragiquement, le chagrin d'Hélène l'a poussée à la violence. Elle vous a attaqué, vous et la juge Collins. Lorsqu'elle a été confrontée à ces mensonges, j'ai été forcé d'intervenir. La menace flottait dans l'air. Victoria remarqua que la juge Collins était devenue très immobile. « Vous n'avez jamais eu l'intention de nous laisser partir d'ici, n'est-ce pas, Richard ?» demanda calmement Collins. « Les plans évoluent, Margaret. » « L'enregistrement, dit Victoria, hochant la tête vers son téléphone.
Il capture tout ce que vous dites en ce moment. Un problème facilement résolu. Monroe avança pour atteindre le téléphone. Tout se passa en un instant. La juge Collins se jeta sur Monroe, frappant son bras vers le haut. L'arme tira dans le plafond alors qu'il luttait. Victoria saisit son téléphone et tira Hélène vers la porte arrière. Elles se précipitèrent dehors dans l'air frais de la nuit, alors qu'un autre coup de feu retentissait à l'intérieur de la cabane. « Ma voiture est au bout de la route !» dit Victoria, entraînant Hélène. « Nous devons… » « Attendez !» interrompit Hélène, tirant en arrière. « Je dois récupérer quelque chose. » Elle courut vers une remise à côté de la cabane, revenant quelques instants plus tard avec un petit coffre-fort. « Des preuves !» expliqua-t-elle, essoufflée. « Les vrais dossiers de James. J'ai gardé des copies. » Elles coururent à travers les bois vers la voiture de Jenny, les bruits de poursuite pas loin derrière elles. Alors qu'elles atteignaient le véhicule, Victoria aperçut des phares approchant sur la route principale. « C'est le shérif Carter », haleta Hélène. « Il devait rencontrer Monroe ici. » Victoria prit une décision en une fraction de seconde, s'éloignant de la voiture et entraînant Hélène dans les bois denses. « Nous devrons passer par la forêt, atteindre l'autoroute à pied. » Alors qu'elle trébuchait dans l'obscurité, Victoria relut l'enregistrement qu'elle avait capturé. La confession de Monroe était claire, mais incomplète. Il avait admis la corruption, avoir piégé David, mais pas explicitement le meurtre. « Hélène !» dit Victoria alors qu'elle s'accroupissait derrière un arbre tombé, reprenant leur souffle. « Vous devez me dire exactement ce qui s'est passé la nuit où James est mort. Qui l'a vraiment tué ?» Hélène serrait le coffre-fort contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage. Ce n'était pas censé être un meurtre, c'était juste censé être une preuve. Une preuve de quoi? De ce qu'il faisait à David. Dans cette pièce, les leçons. James enregistrait tout. Victoria se sentit malade. « C'est ce qui est dans le coffre-fort? Des enregistrements ?» Hélène acquiesça. « Et autre chose, quelque chose que James n'a jamais su exister. » Elle ouvrit la boîte et sortit un petit enregistreur vocal. David était plus intelligent que quiconque ne le savait. Il a commencé à tout enregistrer après sa dernière visite à l'hôpital. Elle appuya sur lecture, et la voix effrayée d'un enfant remplit l'air nocturne. Papa a dit que si je raconte à quelqu'un à propos de la pièce, il fera du mal à maman. Mais j'ai besoin de preuves. Ce soir, il dit que c'est l'heure de la leçon finale. Il dit que j'ai besoin de comprendre comment le système judiciaire fonctionne réellement. L'enregistrement continuait, devenant plus perturbant à chaque seconde. Et soudain, Victoria comprit exactement ce qui s'était passé la nuit où James Raynor est mort, et pourquoi tant de personnes puissantes avaient conspiré pour cacher la vérité. Victoria et Hélène sont arrivées à une station-service rurale à l'aube. Utilisant le téléphone public, Victoria a appelé Frank au Chronicle. « Frank, j'ai besoin que tu envoies Jenny nous chercher. Autoroute 43, station-service Miller. » Elle a gardé son explication brève, consciente que les lignes téléphoniques pourraient être surveillées. Pendant qu'elles attendaient, Victoria a écouté le reste des enregistrements de David. Les preuves étaient dévastatrices, pas seulement pour Monroe et les autres, mais pour l'ensemble du système judiciaire du comté. James Raynor avait utilisé son propre fils pour tester des stratégies de défense, le soumettant à des manipulations psychologiques déguisées en leçons. « Combien en saviez-vous » Victoria a demandé à Hélène. « Je savais qu'il était dur avec David, mais pas l'étendue, » a chuchoté Hélène. James contrôlait tout. Notre argent, nos emplois du temps, à qui nous parlions. Quand j'ai finalement vu un des enregistrements, j'ai commencé à planifier notre fuite. Jenny est arrivée 1 heure plus tard, son jeune visage tendu par l'excitation et la peur. « Le bureau est dans le chaos », a-t-elle rapporté. Les adjoints du shérif ont tout fouillé. Frank les retarde, disant qu'il doit consulter notre avocat avant de divulguer vos notes. « Je dois confronter Monroe », a dit Victoria, serrant les preuves. « Publiquement, là où il ne peut pas nous faire taire. » Jenny a souri. « Je sais exactement où. Monroe tient une conférence de presse à midi aujourd'hui, annonçant sa candidature au poste de procureur général de l'État. Victoria a formulé un plan. Elle devait faire des copies de tout, les distribuer à plusieurs sources pour protection, et elle devait atteindre la personne qui l'avait aidée tout du long.
Jenny, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, a dit Victoria, écrivant un message sur un bout de papier. Envoie ce texte à ce numéro. Il est temps que ma source anonyme se montre. Alors que Jenny les ramenait vers le comté de Wilcox, Victoria se préparait pour la confrontation la plus importante de sa carrière, une qui apporterait soit la justice, soit la détruirait complètement. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes et de dignitaires locaux à leur arrivée. Monroe se tenait à un podium, le shérif Carter et d'autres officiels à ses côtés. Ses bannières de campagne proclamaient justice, intégrité, expérience. Victoria se fraya un chemin dans la foule, Hélène juste derrière, les enregistrements et preuves bien rangés dans son sac. Elle croisa le regard de Monroe, juste au moment où il commençait à parler. Son sourire confiant vacilla pendant une seconde. « Monsieur Monroe » appela Victoria, assez fort pour que les journalistes à proximité se retournent. « Avant d'annoncer votre candidature, souhaiteriez-vous commenter votre rôle dans le piégeage d'un garçon de 11 ans pour meurtre ?» Le chaos éclata sur les marches du palais de justice. Les équipes de caméras se tournèrent vers Victoria, tandis que les journalistes locaux reconnaissaient la journaliste qui faisait des vagues dans leur petite communauté. « Cette femme est actuellement recherchée pour obstruction à la justice et falsification de preuves », annonça le shérif Carter, se déplaçant vers Victoria. En fait, Victoria projeta sa voix, s'adressant aux médias rassemblés. « Je suis ici pour présenter des preuves de corruption généralisée dans le système judiciaire du comté de Wilcox. Corruption qui a conduit un enfant innocent à être condamné à la prison à vie. » Monroe maintint son sang-froid, ses instincts politiques prenant le dessus. Mademoiselle Lang fait face à des problèmes personnels qui ont affecté son jugement professionnel. Shérif, veuillez l'escorter hors de ces lieux. Alors que des adjoints s'approchèrent d'elle, Victoria joua sa carte maîtresse. J'ai des enregistrements du procureur Monroe admettant avoir piégé David Rayner. J'ai des preuves que l'enquête sur le meurtre de James Rayner a été délibérément bâclée. Et j'ai un témoin. Elle fit un geste vers Hélène, qui s'avança en tremblant mais déterminée. « Mon fils est innocent », déclara Hélène, sa voix portant à travers la foule soudainement silencieuse. Ces officiels ont conspiré pour le condamner afin de cacher leurs propres crimes. Le visage de Monroe se durcit. Ce sont des accusations diffamatoires. Grave, je vais déposer des poursuites. Richard, une nouvelle voix trancha la tension. L'adjoint Simmons se fraya un chemin à travers la foule, son jeune visage résolu. C'est fini. Victoria fixa avec stupéfaction, reconnaissant la voix, non déguisée par l'électronique maintenant, de sa source. Anonyme. L'adjoint Simmons m'a fourni des informations, annonça Victoria, y compris des preuves qui ont été illégalement retenues pendant le procès de David. Simmons acquiesça. J'ai rejoint le département pour défendre la justice. Ce qui est arrivé à ce garçon était mal. J'ai déjà contacté le bureau du procureur général de l'État. Ils envoient des enquêteurs. Le masque politique de Monroe se fissura finalement. Vous jetez votre carrière pour un meurtrier condamné? Non, répondit fermement Simmons. Je fais mon travail. Quelque chose que vous avez oublié comment faire il y a longtemps. Alors que la police d'État arrivait pour sécuriser la scène, Victoria réalisa que leur bataille ne faisait que commencer. Exposer la vérité n'était que la première étape. Libérer David nécessiterait de naviguer dans un système juridique conçu pour résister à l'admission de ses erreurs. Mais pour la première fois depuis le début de ce voyage, Victoria ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas attendu. L'espoir. 3 semaines après la confrontation au palais de justice, Victoria était assise dans la salle de visite stérile du centre correctionnel pour mineurs de Huntsville. L'histoire avait explosé à travers les médias nationaux et nationaux. Monroe, Collins et Carter faisaient l'objet d'une enquête. Des accusations de falsification de preuves et d'intimidation de témoins étaient en attente. Pourtant, David Rayner restait emprisonné. Le garçon qui entra semblait encore plus petit que Victoria ne s'en souvenait du procès. Ses yeux étaient baissés, ses mouvements hésitants. Il s'assit en face d'elle sans parler. « Bonjour David », dit doucement Victoria. « Je suis Victoria Lang. » Il acquiesça légèrement. « La journaliste. Ils m'ont dit que vous essayez de m'aider. »« C'est vrai, votre mère aussi. Nous avons des preuves prouvant que vous n'avez pas tué votre père. » L'expression de David resta vide. « Ils ne le croiront pas. »
La question prit Victoria au dépourvu. « Et ensuite, que se passe-t-il? Vous serez libre, vous et votre mère pourrez recommencer. » David fixait la table. « Je ne sais pas comment être normal. Papa disait que je ne le serais jamais. » Victoria lutta pour garder son sang-froid. « Votre père avait tort sur beaucoup de choses. Il disait que le monde est construit sur des mensonges, que la justice n'est qu'un jeu auquel joue la Théba. Personne puissante. » David leva les yeux, son regard soudainement intense. « C'était aussi un mensonge ?» Victoria choisit ses mots avec soin. « Les systèmes peuvent être corrompus, mais cela ne signifie pas que la justice n'est pas réelle. Ce qui se passe maintenant, des gens qui se battent pour vous libérer, c'est la vraie justice. » David ne répondit pas. À la place, il sortit un papier plié de sa poche et le fit glisser à travers la table. C'était un dessin, rudimentaire mais puissant. Il montrait son père debout dans son bureau, mais derrière lui se trouvaient 3 silhouettes, sombres, leurs mains sur ses épaules comme des marionnettistes. « Qu'essayez-vous de me dire, David? Papa n'était pas seul cette nuit-là, » dit-il doucement. Il m'enseignait ma leçon finale sur le fonctionnement du système judiciaire. Comment faire avouer à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait? Sa voix baissa en un murmure. Puis ils sont arrivés. Papa semblait effrayé. Ils se sont disputés. Je me suis caché dans le placard. Victoria se pencha en avant. Qui était-il, David? Mais le garçon s'était retiré dans le silence. Son ouverture momentanée disparut. Un garde annonça que le temps de visite était terminé. Alors qu'elle rassemblait ses notes, David parla une dernière fois. Les enregistrements n'ont pas tout capté. Parfois, les parties les plus importantes se produisent quand personne n'écoute. Victoria partit avec plus de questions que de réponses, le dessin serré dans sa main. Les silhouettes sombres derrière James Rayner semblaient l'observer depuis le papier, gardant des secrets encore à découvrir. Et elle réalisa avec une clarté glaciale qu'il n'avait que gratté la surface de la vérité. 6 mois plus tard, Victoria se tenait devant le tribunal pour mineur alors que David Rayner marchait enfin libre. Sa condamnation annulée, son nom officiellement lavé. Les preuves avaient été irréfutables une fois correctement examinées. La confession fabriquée, les dossiers médicaux montrant que David avait été drogué, le témoignage du docteur Patel et le plus accablant de tous, les enregistrements que James Rayner avait faits de ses propres abus psychologiques. Mais c'était le témoignage de l'adjoint Simmons qui avait fait éclater l'affaire. En tant que source anonyme de Victoria, il avait recueilli des preuves de corruption pendant des années, suivant les traces de James Rayner. Il avait été témoin de Monroe, Collins et du shérif Carter, conspirant pour piéger David après avoir découvert le corps de James. Ce que le public ne savait pas, ce que Victoria avait gardé hors de sa série d'articles nominés au Pulitzer, c'était ce que le dessin de David l'avait conduite à découvrir. La vérité était venue d'une source inattendue. Trevor Phillips, l'ancien client de James qui avait initialement été un suspect. Loin de chercher vengeance, Phillips travaillait avec James pour exposer la corruption. Il était présent dans la maison des Rayner. Cette nuit-là, avec 2 autres anciens clients, tous victimes des schémas de preuves fabriqués de Monroe. Nous étions là pour recueillir les preuves finales, avait dit Phillips à Victoria lors d'une interview confidentielle. James portait un micro. Le plan était de confronter Monroe le Hampton. Lendemain, avec des enquêteurs d'État présents, ce que personne n'avait anticipé était Helen Rayner rentrant tôt à la maison, trouvant des hommes étranges chez elle, voyant la posture agressive de son mari, et supposant le pire. Dans le chaos qui suivit, elle avait poussé James pendant leur dispute. Il était tombé, se cognant la tête sur le coin de son bureau. Un accident tragique, pas un meurtre prémédité. Phillips et les autres avaient fui, laissant Helen avec le corps de son mari et un enfant témoin terrifié. Quand Monroe et Carter arrivèrent, répondant à un appel anonyme, probablement des associés de James, ils virent une opportunité d'enterrer à jamais les preuves de corruption. Ils convainquirent Helen qu'elle serait accusée de meurtre, à moins que David ne confesse à sa place. Ils droguèrent le garçon, le coachèrent à travers une fausse confession, et créèrent le bouc, émissaire parfait, un enfant qui ne pouvait pas se défendre, avec une mère trop effrayée pour le protéger. Maintenant, alors que David émergeait dans la lumière du soleil, Victoria ne voyait pas le triomphe,
mais le poids d'un traumatisme immérité sur ses petites épaules. Certaines blessures ne pouvaient pas être défaites par des manchettes ou des victoires légales. Hélène embrassa son fils, des larmes coulant sur son visage. Elle avait reçu l'immunité pour son témoignage contre Monroe et les autres. Son rôle accidentel dans la mort de James resterait leur secret. La concession finale de Victoria à une famille qui avait déjà trop perdu. Alors que David passait devant Victoria, il s'arrêta brièvement. « Mon père avait-il raison ?» demanda-t-il doucement. À propos de la justice qui n'est qu'un jeu, Victoria considéra soigneusement la question. « La justice n'est pas le jeu, David. C'est la raison pour laquelle nous continuons à jouer même quand le jeu semble truqué, parce que parfois, la vérité gagne. » Le garçon acquiesça, ses yeux plus vieux que son âge. Mais tout le monde n'a pas les mêmes règles. Il s'éloigna avec sa mère vers leur avenir incertain, laissant Victoria avec la connaissance qui avait défini son enquête depuis le début. Le mensonge le plus parfait n'est pas celui qui dissimule la vérité, c'est celui qui devient plus commode que la vérité elle-même. Et dans le comté de Wilcox, la commodité avait condamné un enfant tandis que les coupables l'avaient jugé depuis le banc, l'avaient poursuivi derrière un podium et l'avaient enfermé derrière un badge. Certaines formes de justice devraient attendre un autre jour.